Voilà. Alors là, j'ai mis la plaquette de la journée européenne parce que Dauwendorf a fait donc, il y a eu une exposition à Dauwendorf sur la communauté juive en septembre 2017. Ensuite, Dauwendorf a aussi un nom en yiddish. On l'appelle Huchem Medine. Huchem veut dire sourd. Alors, je ne sais pas trop d'où vient cette dénomination. Est-ce que autrefois Dauwendorf s'appelait Daubendorf? Donc, Daub en alsacien, ça veut dire effectivement sourd. Hein. Bonjour, pardonnez-moi, je viens de réussir à régler ma caméra. Bonjour. On va garder le micro éteint pour l'instant. Merci. Ah, ça y est, maintenant, ah, si, voilà, je vois. OK, on peut passer à la suivante. Alors, je vous ai mis les enfants, c'est les enfants de Dauwendorf. Et puis, au milieu, vous avez le maire de Dauwendorf. Tout simplement parce que je voudrais rendre un tout petit peu à César ce qui appartient à César. C'est que on en a déjà parlé la semaine dernière avec Chirofen. L'Amjab a commencé à faire des expositions à la suite de Jean-Pierre Lambert. D'ailleurs, il en avait parlé quand il a fait son exposé quand il a parlé de Balbronn. Il avait commencé à faire une exposition sur les communautés de la ballet et de la musique. Et puis, il nous avait lancé un défi à tous ceux qui étaient là, en disant qu'on devrait faire des expositions dans les villages, enfin, dans les communautés, les villages et les communautés où il y avait des communautés juives et où il ne se passe rien. Donc, l'Amjab a relevé le défi et on a commencé donc à faire des expositions en 2013 à Chirofen. On a continué avec Bischwiller, on a continué avec Weiterswiller, ensuite Dauwendorf et l'année dernière, ou il y a 2 ans plutôt, c'était Ittendorf. Et donc, on va continuer sur notre lancée avec Hatten sans doute, qui sera la prochaine exposition. Alors, je vous ai mis le maire parce que ces expositions, il faut se dire qu'il faut toujours travailler avec la municipalité et en règle générale, on est toujours très, très bien accueillis et avec les associations locales et également avec les enfants à qui on fait un cours d'initiation au judaïsme. Parce qu'en règle générale, comme tous les jeunes, ils sont d'une inculture religieuse. Et puis ensuite, parce que les enfants sont aussi, disons, le meilleur vecteur pour amener les parents à fréquenter l'exposition en question. Voilà. Et alors, le but de cette exposition, de ces expositions, c'est essayer de sauver un tout petit peu les communautés endormies de l'oubli et puis restituer aussi un tout petit peu à la population l'histoire des Juifs qui fait partie de l'histoire d'ensemble de l'Alsace. Voilà. Et là, par exemple, Dora, les programmes avec les enfants, c'est qui a préparé? Ah ben, c'est moi. D'accord. J'étais enseignante dans une autre vie. Ah, alors ça explique Voilà. beaucoup de choses. Oui, ceci expliquant cela. Mais le goût de l'histoire, c'est le rabbin Gainsburger de mémoire bénie qui me l'a donné. Hein. Je ne suis pas historienne, hein, amatrice tout au plus, mais passionnée d'histoire et d'histoire juive en particulier. Hein. Ouais. Et je fais partie du musée judéo-alsacien de Bouxwiller, comme tout le monde l'avait compris. Hein. Je peux ajouter juste quelque chose? Oui, Alain, oui. Non, juste pour Huchem-Medine, vous avez dit, c'est le pays des sourds. Oui. Dauwendorf, c'est les sourds. Mais Huchem, ça vient du prénom Hushim, qui était un fils de Dan, de la tribu de Dan, et c'était un fils qui était sourd. C'est pour ça que voilà. on appelle Huchem, c'est sourd. D'accord. Wow. Donc, à mettre sur le site de Michel Roté sous la rubrique Dauwendorf voilà. Pour qu'on ait une explication complète. Hein? Très bonne note. Là, tu m'envoies le texte. OK. Ouais, d'accord. Merci, Alain. OK. Merci, Alain. Je t'en prie. Alors, on continue? On continue. Voilà. Voilà. Alors, Dauwendorf, quand est-ce qu'il y a eu des Juifs à Dauwendorf? Donc, si on se réfère à l'histoire des Juifs d'Alsace, il y a au rabbin Ginsburger et puis à
à d'autres sources, il n'y avait aucune communauté rurale, aucune communauté juive au Moyen-Âge. Après les massacres qui étaient liés à la Grande Peste, donc il y a 15 villages qui ont accueilli des Juifs dans la préfecture de Haguenau, dans le Reichsland-Vogtei, mais il n'est pas fait mention de Dauwendorf à cette époque-là, ni Medolungen. Ensuite, lors de la Réforme, il y a de nombreuses familles juives qui ont donc quitté les villes, qui sont passées au luthérianisme. Il faut dire que Dauwendorf est dans la partie catholique, hein, mais il est toujours pas question de Dauwendorf au XVIe siècle. Et ce n'est que vers 1650 que se forme la première communauté dans le village. Alors, il faut savoir qu'à côté de Dauwendorf, il y a donc l'abbaye de Neubourg. C'est une abbaye cistercienne. Et comme vous le savez, ce sont des moines, ce ne sont pas des contemplatifs, ce sont des moines qui travaillent, hein, qui travaillent la terre, qui ont des biens. Et donc, c'est aussi pour ça, d'ailleurs on avait la même chose à Marmoutier, que les Juifs étaient bien reçus, enfin étaient indispensables justement pour écouler leurs marchandises. On continue ? Alors voilà à peu près, vous voyez, on a commencé avec 6 familles. Vous savez combien de familles il faut pour avoir une synagogue? Combien? 7. Hein? Il faut 7. Donc, vous allez comprendre tout de suite à partir de quel moment il y a eu une synagogue, hein, à partir à peu près de après 1716. Hein. Donc, voilà, donc 7 familles, 11 familles, on est passé à 15 familles. Ensuite, en 1803, il y avait 70 personnes, ensuite 100, et le plus grand nombre est en 1855, comme à peu près dans toutes les communautés juives d'Alsace et comme à peu près dans toutes les autres communautés juives d'Alsace aussi. La baisse est amorcée vers la fin du 19e siècle et liée à l'émigration, hein, qu'on verra tout à l'heure. Hein, Dauwendorf a été vraiment un moule de personnes émigrées. Et puis aussi, lorsque l'Alsace est passée sous la coupe du Reich en 1870, pour échapper à la circonscription, il y a beaucoup de jeunes, à la conscription. À conscription, oui, circonscription, oui, conscription. Hein. Bon, ça fait 30 ans que je dis la même chose, que je me trompe de la même façon. En 1870, donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont donc partis pour échapper, pour ne pas devenir des soldats allemands. Et en 1934, il n'y avait plus que 7 familles qui quittèrent donc Dauwendorf à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et puis personne n'est revenu. Sur une population d'environ combien pour tout le village? Oh là là. Oui, ça c'est la colle, Raymond. Bon. Ça c'est la colle. Je ne sais plus. Pas grave. Alors, les familles qu'on retrouve tout au long du siècle, depuis le début, ce sont les familles Bloch, Herzog, Mandel, Weiler, Weil, Kling et Lehmann. Hein. Lehmann à partir de 1841. Hein. Donc, on va surtout parler tout à l'heure de ces familles qui étaient bien installées, les Mandel et les Weiler tout à l'heure. On continue ? Voilà, alors là, vous avez un plan sur lequel vous voyez sur la gauche, vous voyez la synagogue et à côté, c'était, on suppose que c'était l'endroit de l'ancienne synagogue parce qu'il y en a eu 2, comme un peu partout aussi. Et cette ancienne synagogue a été donc restaurée, rénovée et est devenue l'école juive. Voilà, on continue. Bon, là, vous avez un autre plan. Alors, celui-là, j'ai travaillé pour l'exposition avec le cercle de généalogie. Hein. Donc, ce plan-là vient de chez eux. Et parce qu'ils ont beaucoup plus de matériel pour faire ce genre de choses. Et vous voyez, les maisons juives sont en bleu. Donc, vous voyez, disséminées dans
dans tout le village. Et la synagogue, vous la retrouvez en... Vous voyez où est l'église? Voilà, la Donc, quand vous synagogue, elle est partez là. vers la gauche, voilà, elle est là, la synagogue. Hein. Alors, il reste pratiquement aucune trace. Hein. Il n'y a plus aucune trace dans Dauendorf. Sur l'emplacement de la synagogue, elle a été complètement rasée et il y a une maison d'habitation. J'ai d'ailleurs failli être reçue à un coup de fusil, tellement la personne qui a acheté le terrain est sympathique. Et il n'y a pas de mezuzot sur... j'ai pas retrouvé de mezuzot sur les maisons. La seule maison dont on sait encore qui est sur la place de l'Étoile, la petite place qui est à côté de la synagogue, c'est la maison Lehmann. Alors celle-là, elle subsiste, bon, évidemment rénovée, mais c'est une des rares maisons juives qui... C'est les maisons qui sont là, non? Non, non, là, un Là. peu plus à gauche, là, un peu plus sur la... De l'autre côté, hein, de l'autre côté. Hein, elle est de l'autre côté. Ouais. En bas, hein, voilà. Et ces maisons qu'on voit encore des traces ou quelque chose? Non, il n'y a plus aucune trace. Hein, il n'y a plus aucune trace. On le sait de par la mémoire que c'est une maison juive. Hein. D'ailleurs, lors de l'exposition, nous avions invité une gloire locale que tous les Alsaciens connaissent, Huguette Treikhaus. Oui, ça vous dit quelque chose? Évidemment. Et voilà, et qui est Même en Israël, ça dit quelque chose. Pardon, même en Israël, voilà. Et ben, elle est de Dauendorf et elle nous a raconté, elle parle un peu le yiddish, elle connaît quelques termes en yiddish Deutsch, et puis elle connaissait encore dans le quartier justement près de la synagogue qui s'appelle la place de l'Étoile, elle connaissait encore quelques personnes qui avaient vécu, elle se rappelait de quelques personnes qui avaient vécu là-bas. Hein. On continue? Voilà, alors la synagogue, lorsque l'abbé de Neubourg a autorisé l'installation des familles juives, il n'est fait mention d'aucune synagogue et Dauendorf dépendait du rabbinat de Haguenau. C'est là qu'il se rendait pour les fêtes et le reste du temps, il se réunissait chez le doyen de la communauté. Donc, en 1712, donc là, on retrouve nos 7 familles. Ils ont donc sollicité la permission de construire une synagogue. Ils n'ont pas eu de réponse. Et en 1737, l'existence d'une synagogue est avérée. Et en 1740, le rabbin Eli Schwab de Haguenau s'y est rendu en grande pompe. Comme vous le voyez sur votre droite, c'était un bâtiment modeste. Non, c'était pas celle-là, c'était l'ancienne. Je m'excuse. C'était un bâtiment modeste d'un seul niveau en colombage. Je parle de l'ancienne synagogue. Et elle fut remplacée par un deuxième édifice, donc c'est ça que vous voyez à droite, assez modeste, dont la construction a été achevée en 1824, comme en témoignait l'inscription qui était gravée au-dessus de l'entrée. Et alors, cette synagogue avait pu voir le jour parce que grâce aux dons, ils sont allés schnorren dans toutes les communautés d'Alsace, mais aussi dans le pays de Bade, et ils ont donc réussi à avoir la somme nécessaire pour faire construire cette synagogue. Cette synagogue, oui. Je suis toujours interpellé parce que ces toits à 4 pans, ces fenêtres arrondies, ces bâtiments de taille relativement modeste et discret, ça rappelle celle que on a vue à Schirheim la semaine dernière et celle d'Oberbronn aussi. Alors, il semblerait qu'il y ait là un véritable courant architectural de synagogue. Oui, certainement. De cette époque de 1824, justement, 1820, 1830, 40. Mais on n'a rien. Hein. J'ai essayé de fouiller dans les archives pour essayer de trouver quelque chose, mais on n'a pas d'architecte, on n'a pas de nom d'architecte. Quelque chose comme ça, non? Et on voit quand même que ces bâtiments, il y a une unité quelque part, il y a une ressemblance dans ces bâtiments. Bon, alors il faut dire que, donc pour revenir un tout petit peu en arrière, donc Dauendorf avait donc un lieu de culte dès le début du XVIIIe siècle, un lieu de culte officiel, alors que les Juifs de Pfaffenhofen qui habitaient juste à côté, mais qui sont
du comté de Hanau-Lichtenberg, donc chez les protestants, n'ont pas eu de synagogue avant 1791. Hein. 91. Oui. Un peu avant. 1700, c'était juste avant la Révolution, je crois. Oui. Elle a été construite avant la Révolution, elle a été inaugurée en 91. En 91, voilà. Hein. Donc, ce qui fait que les Juifs de Pfaffenhofen venaient assister aux offices à Dauendorf, du temps de la première synagogue. Hein. Et elle était pas alors, ce que je pourrais dire, on continue? Oui. Voilà. Voilà. Alors, en 1843, il y a eu une demande d'agrandissement, mais qui a été refusée parce que comme il n'y avait qu'une centaine d'âmes, on trouvait que le bâtiment était assez grand et devait suffire. Le centenaire en 1924 fut célébré en grande pompe et des travaux de restauration ont été entrepris en 1934, mais le bâtiment est resté inchangé jusqu'à sa destruction peu après la guerre. Alors, on se rappelle, en 1924, j'avais trouvé un entrefilet dans un journal où on racontait qu'il y avait des livres anciens de la Hebra Kadisha, hein, dans la communauté, vieux de 200 à 300 ans. Ensuite, il y avait aussi un acte d'achat du mikvé complètement en caractère hébraïque et qui date de 1747. Et il y avait des mapotes qui avaient quelques 300 ans. Et il y avait aussi des contrats de vente et des contrats d'achat qui étaient signés par le rabbin Halberstadt de Haguenau. Et tout ça, évidemment, a disparu. Je n'ai plus retrouvé trace nulle part de tout ça. On continue? Voilà. Alors, ça, c'est un poème sur la synagogue qui a été écrit par Robert Lehmann et qui a été traduit par Alain Kahn. Donc, c'est de l'allemand, émaillé de… Alain, c'est de l'allemand? C'est du judéo-alsacien. Judéo-alsacien. Le judéo-alsacien, c'est un mélange de dialecte alsacien et de dialecte hébreu. Alors, tu veux nous lire peut-être en judéo-alsacien? Oui. Oh, c'est de l'allemand, là. C'est carrément de l'allemand. Ici, oui, c'est carrément de l'allemand. C'est pas le judéo-alsacien. Il y a des mots, il y a des mots en judéo-alsacien. Oui, il y a des mots, oui, mais… Bon, quand même, ça sera sympa si tu… Par exemple, le beten, c'est pas resté en allemand. Et Mauschele, Herschel, Feist ou Salme, c'est du judéo-alsacien. Oui, ça, c'est des noms. Mais ce sont des noms. Par exemple, la prière, c'est pas beten en yiddish. Prière en yiddish, comme nous, on connaît l'Europe de l'Est, c'est Dublin. Oui, mais là, la base est en allemand, effectivement. Oui, bien sûr. Mais ce sont des noms, ça. Mauschele, Herschel. Oui, mais des noms en judéo-alsacien. Chez nous, prier, c'est or. Alors, vous pouvez le trouver sur le site de Michel, bien sûr, hein, si vous voulez le relire. Kupferbau würdiger haben hebt sich zum Himmel empor, grell leuchtende Farben hervor. Mein Blick kann nicht genug sich laben. Die schöne Schule, c'est du judéo-alsacien aussi. Schule, c'est judéo-alsacien. Ich trete durch die offene Pforte ins herrlich Gotteshaus, Gedanken holen weitaus an diesem gesegneten Orte. Mauschele, Herschele, Feist und Salme, ihre Plätze sind verwaist. Unter uns lebt euer Geist, denn euch gehört die Siegespalme. Manuel Schlimme gingen von hinnen, Landesflucht setzt arg uns zu. Dieses Übel half ihm nur, ein stolzes Minyan zu zerrinnen. Die schöne Schule ist uns geblieben, jetzt zu groß und einst zu klein, ladet uns zum Beten ein, zum Gedenken an unsere Lieben. Merci Martin, je vois que tu… Finalement, l'héritage suisse.
que tu maîtrises encore très très bien ta langue natale. Un lycée à Zurich, il faut le faire. On continue? Allez. Ouais. Voilà, alors l'école juive, elle était à côté de la synagogue, comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Donc, on suppose que c'est l'ancienne synagogue qui a été transformée et rénovée. Hein. Et on a recensé un précepteur en 1784. Aucun autre instituteur avant 1836, où nous retrouvons Lehmann Léopold, qui était également cantor, et puis Chorette est instituteur, comme ça se faisait à l'époque. Hein. Ensuite, en 41, on a Badenheim-Heimann, qui vient d'ailleurs, Knopfis et Gustave, qui vient aussi d'ailleurs. Des immigrés, quoi. Oui. Et puis, ensuite, après, on retrouve de nouveau Lehmann Léopold, qui aurait repris ses fonctions jusqu'en 1858. En 66, il est question d'un Liechtenstein Moïse, qui était instituteur à Wittersheim. Je ne sais pas s'il était aussi à Dauendorf. Je n'ai retrouvé aucune mention nulle part. Ensuite, après, on a un dénommé Kahn Aaron, qui est mentionné comme Chazan entre 1880 et 85, mais il n'est pas dans le dictionnaire des rabbins. Hein, donc, il apparaît comme instituteur sur l'acte de naissance de sa fille en 82. Son surnom, c'était Canary, d'ailleurs. Pardon? Son surnom, c'était Canary. Oui, d'accord. Merci, Raymond. Rien. Alors, dans toutes les communautés, le principe confessionnel de l'école était assez strictement observé. Les élèves juifs allaient à l'école juive, mais sur les 52 écoles juives dont l'existence est établie en 1833 par la loi Guizot, il n'est nulle part fait mention d'une école juive à Dauendorf. Donc, en fin de compte, nous ne savons pas si le bâtiment en question abritait une école juive communale ou une école privée. Alors, rappelez-vous, Chirofen, c'était une école juive communale. Et là, je ne sais pas si c'était privé ou si c'était… Mais bon, je pense que c'était peut-être aussi communal, hein, parce que vu le nombre des instituteurs… De manière générale, c'était communal, non? Pas vraiment, non. Non, pas forcément. Pas forcément. Et la quantité, la différence? Ça devenait communal petit à petit. Il pouvait y avoir une école de la communauté qui ensuite est devenue… dont l'enseignant, dont l'instituteur était partiellement payé par la commune. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Elle pouvait devenir communale petit à petit. Et, voilà. qui était donc un instituteur reconnu et patenté, hein, tout le monde n'était pas instituteur reconnu et patenté, hein, comme ça devait l'être à l'époque. Hein. Mais en tout cas, vous voyez, les enfants allaient quand même à l'école. On continue? Le mikvé. Voilà, alors le mikvé, on n'a rien retrouvé. Hein, on n'a rien retrouvé. Il semblerait qu'il y en ait eu, enfin, il y en a eu un, puisqu'il y a eu un acte d'achat rédigé entièrement en hébreu en 1747. Cet acte a été perdu, mais son emplacement n'est pas connu. Et selon les mêmes sources, il y a un deuxième mikvé plus confortable qui aurait été construit fin du 19e siècle, initié par le Razan Léopold Lehmann, mais son emplacement n'est pas attesté. On a essayé de trouver quelque chose. Il y a des rumeurs dans Dauendorf pour 2 endroits, mais on n'a pas pu les visiter parce que d'abord, une des maisons appartenait à un Parisien qui n'est jamais là. Et puis l'autre maison est en rénovation, mais bon, il y a beaucoup de carreaux, il y avait des bouchers parce qu'à Dauendorf, il y a eu énormément de bouchers et de boucheries. Et je ne sais pas si c'est vraiment l'endroit où se trouvait ce mikvé. Hein. Donc, ça reste à explorer. On continue? Alors, Dauendorf n'était pas siège de rabbinat et dépendait donc de Haguenau, mais ils ont eu quand même quelques razanim. Donc, Lehmann Léopold, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, Mor Oscar, qui est un peu plus connu, hein, il a fait ses débuts à Dauendorf. Hein. Il était beaucoup plus connu ailleurs, mais il a fait ses débuts à Dauendorf.
Et ensuite, il y en a un autre belge qui est mentionné en 1905. Et le dernier Hazan connu était Lehmann Félix, qui est donc, je crois, le fils de Lehmann Léopold et qu'on appelait Unser Rebe. Voilà, on continue. Le nom belge m'étonne. Pardon? Le nom belge, comme un nom de famille juive, m'étonne. Oui, c'est ça, oui. Belge, c'est une région francophone en Alsace. C'est ça. Ça a à faire avec ça? À Chirofen, vous avez des familles belges. Hein? Ah, ça venait des familles belges, mais les Belges, c'est des chrétiens. Quoi? Et ces familles belges sont juives ou chrétiennes, Dora? Non, juives. Je parle de juifs, là. Non, j'ai connu des Belges aussi. Juifs. Oui, jamais entendu. Oui, si, à Chirofen, vous en avez tout plein. Vous n'avez qu'à aller au cimetière, vous en trouvez. Oui, Est-ce que ça veut dire que c'était des gens qui sont à l'origine venus de France? Et peut-être, parce qu'il y a eu, n'oubliez pas que l'Alsace est une terre… De passage, oui. Une terre de passage, hein, donc… Oui. Il y a certainement des gens qui sont venus de l'Est. Hein. Et il y a eu tout le temps comme ça. On a eu beaucoup, en Alsace, on a eu beaucoup de gens qui venaient de Bavière. Bon, parce que ça faisait partie de la… comment dire C'est le repeuplement après la guerre de 30 ans. Oui, voilà. Hein, donc, alors, il y a des Belges de Chirofen qui sont partis jusqu'en Algérie. Donc, vous voyez, jusqu'en Algérie, on a des Belges. Hein. Alors, Douwendorf n'avait pas de cimetière propre et parce que tout simplement, on n'avait pas, jusqu'à la Révolution, les Juifs n'avaient pas le droit de créer des cimetières un peu n'importe où. Donc, tous les gens de Douwendorf sont donc enterrés à Ettendorf, qui est situé à quelques 8 km. Hein. Donc, vous voyez, j'ai recensé dans la partie D, hein, dans la partie D que vous voyez là sur la photo, j'ai recensé 14 Mandel, 11 Kling, 11 Herzog et puis 11 Weiler. Hein. Donc, vous voyez, ils sont pratiquement tous enterrés au même endroit. Mais il y en a certainement qui sont encore enterrés dans la partie C. Hein. Je viens de faire une petite recherche, pardon. Une petite recherche du nom de Belge dans les cimetières d'Alsace, et il y en a quelques dizaines. Tu as regardé, Michel? À l'instant, je viens de faire une recherche de Belges dans les cimetières juifs d'Alsace. Il y en a quelques dizaines. D'accord. Tu as regardé à Chirofen? Je n'ai pas regardé. Je vais vérifier tout de suite. Oui, d'accord. OK, on continue. Voilà, vous avez quelques… Il y a Samuel Welch à Chirofen. Oui. Et une Sarah Welch aussi. Oui, voilà. Donc, quelques tombes. Et comme vous pouvez le constater sur le monument aux morts, il n'y a pas beaucoup de gens de Douwendorf qui ont été déportés, qui sont morts en déportation. Il y en a que deux. Coupé, hein. Désolé. Hein. On continue. Voilà, alors là, on rentre un tout petit peu dans les familles. Alors, une des familles que j'avais citées, c'était la famille Bloch. Alors, l'arrière-grand-père de l'actuel PDG, Alfred Bloch, était déjà à la fin du 19e siècle boucher de profession. Et au sortir de la guerre en 1945, les fils d'Alfred, Jules, Léon et Robert, se sont lancés à leur tour aussi dans le métier et de la viande, et ils ont créé la société Bloch Frères à Haguenau, et donc abattage, négoce, boucherie de détail, et qui existe encore aujourd'hui. Ah, ça existe encore aujourd'hui? Oui, ça existe encore aujourd'hui, oui. On continue? Oui, Minou Bloch, tout ça. Minou Bloch qui est un des descendants, je crois. Je ne sais pas. Alors là, on rentre de plein pied dans cette fameuse famille Mandel, dont beaucoup de membres ont émigré.
Alors, celui-là, Kaufmann, il est un peu particulier parce que c'est le plus aventureux de tous. Il est parti déjà très tôt, avant la guerre de 70. Et il y a d'ailleurs une histoire assez amusante le concernant parce qu'il est parti à l'âge de 15 ans. Il est allé au gymnase de Pfaffenhofen. Il est allé au gymnase de Pfaffenhofen et puis tout de suite après je ne sais pas, après l'abitur ou je ne sais pas ce qu'il faisait à l'époque, il est parti, on ne sait pas trop pourquoi il est parti. Hein. Et puis sa maman l'a fait partir avec une pancarte autour du cou où elle, comment dire, elle le recommande au capitaine du bateau et puis elle a dit à son fils de toujours dire la vérité et voilà. Alors il est parti. C'est une vraie Yiddishemam. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors il est parti, donc il est arrivé d'abord à New York, donc là il a travaillé comme boucher. Hein, les familles Mandel, c'est une famille de bouchers. Hein. Et ensuite, après, il a il a monté une entreprise avec quelques jeunes, avec quelques autres jeunes, et ils sont partis sur les côtes africaines pour faire fortune. Et quand il est revenu aux États-Unis, il y avait la guerre de sécession et il s'est donc engagé et il a donc combattu aux côtés du capitaine Grant et du capitaine auprès de Butler. Hein, voilà. Donc chez les Yankees. Hein? Voilà, chez les Yankees, ouais, c'est ça. Ensuite, après, il est parti. Une opportunité avec le train. Vous savez, les gens, ils suivaient les trains, les voies de chemin de fer. Hein, et chaque fois, il y avait des villes qui s'établissaient le long des voies de chemin de fer. Et il est donc arrivé comme ça au Nouveau-Mexique, à Albuquerque, où il s'est installé. Et c'est là que commence toute la saga des Mandel et des Weiler, parce qu'ils se sont pratiquement tous retrouvés à Albuquerque. Et l'un dans l'autre, vous savez, quand il y en a un, c'est toujours comme ça, dans les familles juives et dans les autres familles aussi, quand il y en a un qui est installé quelque part et qui commence à faire fortune, il fait venir des gens de sa famille et c'est comme ça qu'il y a plusieurs Mandel et autres qui ont donc suivi. La famille Mandel... Moi, j'ai une grand-mère paternelle qui est née Fanny Mandel, qui était de Dauendorf, qui était la fille de... Ben Alain, on le verra tout à l'heure parce que je me suis permise de mettre des petits bouts d'arbres généalogiques. Effectivement, hein. C'était une famille de bouchers. Oui, on le verra tout à l'heure. Hein. Je t'ai mis un bout de la généalogie de tes parents. Merci. Alors, je continue. Continue. Voilà, vous voyez, là, on le voit, il était major, hein, il a belle allure dans son uniforme, donc il a donc fait l'objet de plusieurs articles dans les journaux aux États-Unis. Hein. On continue ? Voilà, alors là, on repart un tout petit peu dans l'autre famille, la famille Weiler. Alors, eux aussi, ils sont partis, ils ont donc suivi. À Albuquerque, il y avait une maison qui s'appelait la maison Ilfeld. Et c'est là qu'atterrissaient tous les jeunes qui arrivaient de France. Hein. Qui arrivaient de France, ils faisaient leurs premières armes là-bas, ils travaillaient là-bas pendant 6 mois et ensuite, après, ils fondaient leur propre magasin, leur propre entreprise. Vous verrez, tous ces jeunes avaient un esprit d'entreprise absolument remarquable. Et comme il y avait des opportunités à l'époque, ils se sont donc engagés dans tout, dans les schmattes, dans l'élevage, dans les mines,
Donc là, vous voyez, ils se sont associés à d'autres. Donc là, retenez bien le nom de famille, les Benjamins, parce qu'on va les retrouver tout à l'heure. C'est un vrai cluster. Pardon? C'est un cluster. Oui, non, mais c'est des affaires de famille. Hein. Oui, oui, oui. Affaires de famille. On continue? Oui. Excuse-moi, chez quelqu'un, il y a un bruit derrière. Il y a quelqu'un qui crie. Je ne sais pas, Dora, c'est chez toi? Non, 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 il n'y a personne, même pas un Je chat. vais éteindre le micro de tout le monde pour l'instant, parce que ça dérange. Voilà. OK, on continue? Voilà, vous voyez, là, il s'est associé avec quelqu'un d'autre, Anderson, et donc, les annonces dans les journaux, hein, ils avaient les soldes. Alors finalement, c'est une grande famille qui s'est installée là-bas? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et alors, ils ont rapatrié des frères, ils ont rapatrié des cousins, et puis, j'en reparlerai tout à l'heure. Hein. On continue? Voilà, alors un autre membre de la famille, c'est Salomon Weiler. Alors, lui aussi, il est rentré donc dans cette association Weiler-Benjamin et il a épousé une des sœurs. Ils se sont mariés entre eux. Hein. Les Benjamin venaient du Mississippi et ce sont des gens qui venaient de Bouxwiller. Hein. Donc, magasin, c'est ce que j'ai dit, magasin, commerce, ils commerçaient avec les Mexicains, avec les Indiens, et parfois, et puis ils parlaient, comme ils étaient doués comme tous les Juifs, évidemment, ils parlaient plusieurs langues. Hein, ils parlaient l'espagnol, donc ils arrivaient à commercer un tout petit peu avec tout le monde. Hein. Ils ont un tout petit peu perdu, pendant la dépression, hein, ils ont un tout petit peu perdu de leur fortune, mais sinon, ils ont vraiment fait fortune là-bas. Hein. On continue? Voilà, alors là, on arrive maintenant à mon sujet principal qui est, et de là est partie l'exposition, qui est Mike Mandel. Donc, j'avais vu cette annonce, en faisant des recherches, j'avais vu cette annonce, c'était son frère qui était cantor à Ingenheim, qui avait mis une annonce en disant que Michael Mandel, 32 ans, de Dauendorf, il est devenu maire d'Albuquerque, qui était une ville à l'époque de 8000 habitants. On continue. Voilà le Raphaël en question, le cantor en question. Hein. Alors lui, il était cantor à Ingenheim. Comme quoi, vous voyez, les gens, il y avait, comment dire, des interférences avec le Bade-Württemberg. Hein. C'est entre l'Alsace et le Bade-Württemberg, il y avait pas vraiment de frontières. Hein. Les gens allaient à droite, allaient à gauche, et on les retrouve donc des deux côtés du Rhin. On continue. Alors, le voilà, notre Mike. Hein. Vous voyez, il est bel homme. Hein. Il se promenait toujours avec une canne et des guêtres. Hein. Et puis, on dit qu'il était très facétieux. Hein. Il aimait, comme Raymond Lévy, faire des blagues. Hein. Alors, Mike était un cousin de Kaufmann Mandel, qu'on a vu tout à l'heure, et il est devenu plus tard son gendre en épousant sa fille Marie, hein, que vous voyez sur la photo. Et donc, lui, il est parti à cause de la guerre, sa mère l'a fait partir à cause de la guerre franco-prussienne. Hein, et il a donc émigré aux États-Unis à cause de ça. Il est arrivé à Galveston. Il a rejoint donc les magasins de Kaufmann de son cousin à la Nouvelle-Orléans et plus tard à New York, où il a rencontré donc Marie, et puis il en est tombé amoureux, il l'a épousée. Ensuite, ils ont déménagé en 82 à Albuquerque. Alors, il a d'abord occupé un poste de vendeur chez Ilfeld, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qui recevait tous les jeunes qui venaient d'Allemagne ou d'Alsace, parce que c'était des vendeurs très sérieux, et tout en gérant les propriétés foncières de Kaufmann.
Après, il a ouvert son propre magasin de matériel et un de ses frères, avec un de ses frères, Félix, qu'on verra tout à l'heure, qui l'a rejoint. Et donc, il vendait au détail et en gros du matériel et des outils pour l'agriculture et la mine. L'entreprise a fait faillite en 1890, mais Mike a rebondi en s'intéressant, en se passionnant pour la politique. Alors, il n'était pas physiquement impressionnant, il était petit, vous voyez, il n'est pas très grand, il utilisait une canne pour faire de l'effet et il était connu pour son amour immodéré pour les guêtres. On ne les voit pas trop là. Hein. Et puis, il avait un instinct grégaire, il était très sociable et il se créait facilement des relations. Et il a siégé au conseil d'administration de sa ville de 87 à 90 et en 90, il est devenu le 6e maire de sa ville. Alors, comme ses prédécesseurs, il était commerçant, il était aussi le 2e juif à être élu. Il faut dire que Albuquerque ne faisait pas de, il faisait pas de ségrégation hein, à l'époque, hein, puisque le premier maire était déjà juif. Bon, ensuite, il n'a pas tenu très longtemps, sans doute que la vie politique n'était pas aussi intéressante qu'il le pensait. Il est retourné à la vente au détail. Il est élu en 1913 trésorier du comté de Bernalillo. Et puis, il a occupé ce poste pendant plusieurs mandats, tout en participant aux activités du Parti démocrate. Ils ont eu 7 enfants, seulement 3 ont survécu. Il est un des fondateurs du temple Emmanuel à New York. Et ensuite, ils ont assisté à tous les parce que ça c'est quelque chose qui était très propre à cette famille. Ils faisaient des rassemblements familiaux parce qu'il y avait 4 familles qui étaient en relation, les Mandel, les Weiler, les Benjamin et les Dreyfus. Et puis, ils faisaient des rassemblements familiales et ils se mariaient entre eux. Il y a eu aussi une avenue Mandel à Albuquerque, bon, qui a été remplacée maintenant par autre chose, par un autre nom. Et puis, il était très actif dans les affaires de la cité et les affaires juives. Alors, non, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Ce n'est pas le temple Emmanuel à New York dont il était le fondateur, c'est le temple Albert qui a été construit en 1897 à Albuquerque. Alors, comme tous les autres membres de sa famille, il a donc glissé de ce judaïsme orthodoxe bien alsacien vers un judaïsme réformé qui s'est donc développé aux États-Unis et qui était un judaïsme très social. Bon, à la fin de sa vie, ils sont allés vivre chez leur fille Gladys à Los Angeles et puis en 1950, ils sont décédés à quelques mois d'intervalle. On continue ? 1950 ? Voilà, 1950, oui. Ah oui, c'est. Oui. Voilà, vous voyez, ça donc ça c'est le temple, à droite vous avez le temple Albert d'Albuquerque, et puis là vous avez les urnes des deux, hein, de Marie et de Mike. On continue ? Voilà comment ils sont quand ils étaient vieux, hein, en 1940. Donc 10 ans avant leur mort. Bon, là, on a donc Julius, qui est son frère et qui est venu les rejoindre, mais beaucoup plus tard, hein, parce qu'il venait de temps en temps en Alsace. Hein. Mike était venu 1 ou 2 fois en Alsace et chaque fois, il faisait un peu de prosélytisme, c'est-à-dire il racontait comment la vie en Amérique était tellement belle. Et puis, donc, il y a des membres de la famille qui sont venus le rejoindre, dont Julius. On continue ?
Ah oui, bon, alors ça n'a rien à voir avec les Mandel. Ça, c'est une annonce, l'annonce du décès de Lehman Léopold, qui était donc le Khazan. Et puis, donc, il a eu un bel enterrement. Et pourquoi est-ce que je l'ai mis là? Simplement parce que c'est là-dessus que j'ai appris que c'est lui qui avait, avant sa mort encore, fait construire un mikvé un peu plus confortable que le mikvé précédent. Voilà. On continue? Alors, autre Mandel célèbre, je ne m'étendrai pas beaucoup là-dessus, hein, c'est Georges Mandel, parce qu'on a déjà parlé, Alain a déjà parlé de lui quand il a parlé de Marmoutier. Donc, c'est aussi du côté de sa mère, hein, que c'est un Mandel. Hein. Donc, je ne le présente pas, Georges Mandel, hein, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît? Yeah. Un homme politique de l'entre-deux-guerres et un résistant français qui a été assassiné le 7 juillet 1944. Hein. Par la milice. Oui. On continue. Alors voilà, donc c'est une photo de ces grands rassemblements familiales, Mandel, Weiler, Benjamin, Dreyfus. Hein. Vous voyez, ils sont tous présents, les Benjamin, les Weiler. Il y a même une Dora, hein, c'est très bien. Et puis, donc, et ils se mariaient donc entre eux et puis se retrouvaient donc à plusieurs occasions. Et la suivante, s'il vous plaît. La dernière réunion de ces Mandel-Weiler à Albuquerque a eu lieu en 1999 et nous avons le bonheur aujourd'hui d'accueillir Eliane que vous voyez là-dessus, hein, qui est en train de nous suivre. Et puis, non, pas sa sœur, hein, je pense que c'est sa cousine hein, qui est encore là. Hein. Voilà. Et puis ces rassemblements, voilà, c'est ça, c'est les descendants. Hein, c'est les descendants qui se retrouvent. Hein. On continue? Voilà, ça c'est, je ne me rappelle plus. Si vous ouvrez le micro de Daniel Dreyfus, il vous dira qui c'est. Yoav, tu veux juste ouvrir le micro de Daniel Dreyfus? À gauche là-bas. Daniel, tu te rappelles qui c'est ça? Daniel. Oui. La vieille dame à droite, c'est qui? Caroline. 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 Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une Weiler, une Mandel ou une Dreyfus? Une Mandel. C'est une Mandel, hein? Voilà. À droite, en haut, il me semble que c'est sa fille. Et à gauche, en haut, avec des lunettes, il me semble que c'est son frère. Et après, il y a mes enfants. Fils. Son fils. Le fils pardon. Aussi. Le fils, hein? OK. Oui, pardon. Bah, le frère de sa fille, en fait, oui. Oui. Et donc, les deux filles en bas, c'est mes filles et moi et mon épouse. Ah, ben voilà. Qui sont des descendants de Mandel. Donc, c'est Caroline. C'est Caroline, pas Caroline. Oui, et bon, c'est deux Caroline. enfants, Grant okay. et Marie. Grant, c'est à gauche et Marie, c'est à droite. Voilà, OK. OK, très bien. Merci. Là, comme quoi les descendants, les ascendants de toute cette famille se rencontrent de temps en temps. Hein. On continue? Voilà, alors autre descendant dont j'ai beaucoup parlé pendant l'exposition parce que j'ai trouvé l'histoire très très intéressante, ce sont donc des Weil Mandel Weiler, alors les Weil de Marmoutier qui ont épousé des filles Mandel. Alors l'histoire de cette famille, vous le trouvez sur le site de Michel Roté. Hein, c'est une très très belle histoire. Vous la trouvez sur le site de Michel Roté sous Ma famille, hein, Ma famille de Eliane Hertz-Pichler. Voilà. On continue?
Voilà, vous avez un tout petit peu les liens. Hein. Donc, vous voyez, on est parti, on a créé, le cercle de généalogie a créé un arbre généalogique de 32 mètres, comme je vous l'ai dit tout à fait au début. Et puis, on est parti de Salomon Mandel, hein, génération 1. Et voilà donc l'arbre généalogique de Eliane. Eliane. Donc, vous voyez, Mandel, Weiler, donc entre Dauendorf, Pfaffenhofen et Marmoutier. Et ensuite, après, ils sont partis à New York et maintenant, ils sont au Canada. On continue? Est-ce qu'il y a un lien avec William Wyler? Avec qui? Est-ce qu'il y a un lien avec William Wyler, qui était originaire de Mulhouse, je crois, enfin sa famille? Je ne sais pas, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Voilà un autre Mandel qui a donc aussi émigré aux États-Unis. Donc ça, c'est un panneau du cercle de généalogie. C'est Félix, hein, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Il s'est associé avec, c'était le frère de Mike. C'était le frère de Mike. Hein. Et donc, il est venu un tout petit peu plus tard. Hein, il est venu... quand est-ce qu'il est venu, lui Non, il est venu après Mike. Hein. On continue. Alors, donc, lorsque j'ai fait mes recherches et que j'ai donc vu cette annonce que je vous ai montrée en allemand, que ce jeune de Dauendorf était parti à Albuquerque, j'ai évidemment contacté la communauté juive d'Albuquerque. J'ai été d'ailleurs très bien reçue. Et je me suis j'ai été mise en contact avec un universitaire, Noël Pugache, qui a donc écrit ce petit livre, 4 familles juives alsaciennes. Alors, shape, je ne sais plus ce que ça veut dire. Shape, c'est formé. Formé. Oui, c'est-à-dire qui ont bâti, qui ont modelé à Albuquerque. Voilà, qui sont donc, oui, à l'origine de cette ville d'Albuquerque. Hein. Et donc, vous avez donc dans ce petit livret, dans ce booklet, toute l'histoire de la famille, et vous allez la retrouver en 2021 sur le site de Michel. Hein. Je suis en train de la traduire. Hein. Et donc, je suis partie de ça et j'ai été... moi, ce qui m'interpelle toujours beaucoup, c'est que aux États-Unis, les gens ils mettent toutes les documentations à votre disposition, alors qu'en France, vous avez parfois du mal quand quelqu'un a écrit sur quelque chose à avoir des informations parce qu'on les retient, je n'en sais rien. Mais on a beaucoup plus de mal à avoir des informations en France, sauf en écumant les archives, consistoriales, départementales, bibliothèques et autres. Mais quand quelqu'un a écrit quelque chose, on a un tout petit peu de mal à le recevoir. Voilà. On continue ? Voilà donc un bout de cet arbre généalogique que le cercle de généalogie avait présenté. Hein. Donc, il continue sur 34 mètres. On continue ? Et donc, voilà le livre, il fait 400 pages où on a donc, où le cercle de généalogie a donc recensé tous les membres de cette famille Mandel. On continue ? Donc, ça, c'est l'arbre généalogique d'Eliane, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vous voyez, fille de Salomon, voilà Mandel, ensuite Weil. Voilà, et puis on descend sur Hertz et Fischler. Donc, l'histoire d'Eliane, je répète, vous pouvez la trouver sur le site de Michel. Hein. On continue. Ça, c'est l'arbre généalogique d'Alain Kahn. Vous voyez, il a aussi du Mandel dans sa famille. On continue.
Et ça, c'est un arbre généalogique d'un autre membre aussi, Mandel, de la famille Bompé, et dont on vient de perdre le dernier descendant, Charles Bompé. On l'a enterré la semaine passée. La semaine passée, on l'a enterré la semaine passée. Donc, il faisait aussi partie de cette famille, Mandel, et je lui dédie cette émission. Voilà. Et je crois qu'on est arrivé au bout. Oui. Vous avez des questions? Beaucoup. Magnifique, Dora. Alors, j'ai pas dépassé l'heure? Non, ça va. C'est parfait, c'est exactement. Voilà, on garde encore quelques minutes si vous avez des questions. Voilà. Si quelqu'un veut réagir par rapport au grand travail de Dora. Je te remercie beaucoup pour ça aussi. Merci beaucoup, Dora. J'ai cru voir sur l'arbre généalogique juste maintenant qu'il y avait un Moïse Strauss qui était marié à Camille Strauss et qui était donc en famille avec les Mendel. Est-ce que c'est pas le docteur Jean Hirsch de Strasbourg, son oncle? Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde. Hein. C'est parce que j'ai pas tout l'arbre généalogique en tête. J'allais dire, le livre que moi j'ai écrit avec toutes ces généalogies de Mandel, c'est sur mon site. J'ai envoyé à l'autre site où se trouve le livre d'Eliane. Comme ça, les gens peuvent voir tous les détails des généalogies, la date exacte. Alors, Roger est le mari de Eliane dont je vous ai parlé tout à l'heure et dont toute l'histoire se trouve donc sur le site de Michel, hein, je le répète. Hein. Non, j'ai envoyé le lien plus tard. Quand c'est quitte, j'ai envoyé le lien à mon livre. Oui, d'accord. Moi, j'ai une petite question. Oui. Alors, je descends et des Weiler, et des Dreyfus, et des Mandel. Les trois réunis. Wow. Et je suis ici grâce à Eliane, que j'ai retrouvée grâce à son livre sur le site SDV, et avec qui je corresponds depuis. Et ma question, en fait, porte sur les noms de famille. Pourquoi Mandel prend 2 L aux États-Unis et a récupéré 2 S? Et nous, on n'en a qu'un en France, mais quand j'ai fait mes recherches, on en a eu 2, il fut un temps. Est-ce que vous savez ça pourquoi? Non, je ne sais pas exactement. Je ne connais pas exactement non plus l'origine de Mandel. On trouve beaucoup de Mandel en Pologne. Hein. On trouve beaucoup de Mandel en Pologne. Donc, est-ce que ce sont des gens qui sont venus… Oui, parce que c'est Mandel, c'est l'amande. Oui, mais ça pourrait aussi venir de mantel, le manteau. On ne sait pas. Non, mais en fait, ma question, c'est pourquoi à l'émigration aux États-Unis, on a rajouté un 2e L à Mandel et un 2e S à Dreyfus. Je pense que ça fait juste plus américain. C'est comme quand on va en Israël et qu'on change de nom. Je suppose que c'est pour la prononciation en anglais. Michael voulait avoir 2 L dans son dos plutôt qu'une. Ça fait plus américain, hein, et ça fait plus américain et moins allemand. Hein. Oui. Voilà. Mais aussi avec veille, on a veille avec un L et veille avec 2 L dans la famille. Oui. Donc, peut-être simplement que l'orthographe n'était pas très importante. Je pense aussi que c'est une question, comme Raymond a dit, c'est une question à la mode. Voilà. Oui, et puis aussi parfois une question de… en Alsace surtout, ça se passait comme ça, hein, c'est-à-dire que les officiers d'état civil, bon maintenant moins, mais tout à fait au début, quand l'état civil a été créé, ils réagissaient beaucoup à l'oreille, hein, donc les graphies étaient parfois très, très, très différentes. Hein. Donc c'est pour ça peut-être qu'il y a aussi 2 L à Bale et puis… voilà, hein, c'est…
Moi aussi, on a estropié mon nom. Mon nom vient d'une ville de Hollande, Eiselstein, et le IJ est devenu HU au gré des états civils. Hein. Vous voyez, c'est... OK. Voilà. Est-ce qu'il y Merci a beaucoup. encore des questions? Alors, je voulais remercier les gens qui se sont branchés de Paris, de Metz, et puis Eliane et Roger du Canada, Daniel de Strasbourg, et puis Martin, grand fidèle, hein, et tous les autres. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Juste une petite remarque. Oui. Dora a dit au départ que c'est l'Amjab qui a fait les expositions, mais vous aurez tous compris qu'en l'occurrence, l'Amjab, c'est Dora. Non, mais ça a été fait dans le cadre de l'AMJAB parce que ça a été fait je voulais que ça reste dans le cadre de l'AMJAB, oui, puisque nous sommes une association qui œuvre pour la préservation du patrimoine bâti et culturel. Hein. Donc, je voulais que ça reste dans ce cadre-là, hein, même si j'en suis... en fait, c'était un défi que Jean-Pierre Lambert nous avait lancé en disant qu'on pourrait faire des expositions sur les communautés où il n'y a rien, où il ne se passe rien pour les faire connaître. Voilà, merci et le défi a été relevé. Alors, encore une fois, Dora, merci énormément. C'était vraiment intéressant. Et je pense que c'était important aussi pour beaucoup du monde. Allô? Voilà. Alors, merci à vous tous. Et merci beaucoup. Dans une semaine. Alors, lundi prochain, on va où? Ah, lundi prochain, on va faire une autre chose. Ah, on va faire autre chose, d'accord. Vous allez voir. Très bien. On va se laisser surprendre alors. Merci beaucoup. Bonne semaine à tout le monde. Encore une fois, merci. Salut, Bissam.